Votre organisme est né en mars 2022 alors que tu étudiais en relations internationales. Alexandrine, tu n'étais pas déjà assez occupée avec tes études. Pourquoi tu as décidé de fonder cet organisme? En fait, pour la petite mise en contexte, ça a vraiment coïncidé avec la période de déconfinement, le moment d'idéation de l'organisme, puis surtout de sa mission. Donc, on a officiellement été enregistré au registre des entreprises en mars 2022, mais ça faisait plus d'1 an que je réfléchissais au projet avec mon entourage, de par le fait que depuis mes débuts au sein du milieu festif de Montréal, malheureusement, le harcèlement sexuel et les violences à caractère sexuel faisaient partie de ma réalité en tant que jeune femme qui fréquentait les bars, les festivals et l'espace nocturne. Puis, au fur et à mesure des discussions avec les personnes que je côtoyais, en fait, sur cette scène-là, on s'est mis à prendre conscience que même à l'intérieur de nous, c'était pas correct d'avoir normalisé le fait de juste devoir coexister avec cette multiplicité de violences-là sur la scène festive. Puis c'est là où on s'est mis à réfléchir, ce serait quoi des mesures concrètes qui pourraient réellement avoir un impact sur notre sentiment de sécurité qui dépasse le simple fait de venir dire que c'est important de pas en commettre. Intéressant. Très bien. Fait que ça part vraiment d'un vécu personnel et vous avez décidé de prendre les choses en main pour changer les choses. Intéressant. Et vous avez décidé d'aborder une approche témoin plutôt qu'une approche victime. Donc, vos messages s'adressent davantage aux témoins de violences à caractère sexuel et non des victimes. Quels sont les genres de comportements auxquels cherchez-vous à sensibiliser les témoins? Quels sont les genres de comportements auxquels on devrait être alerte sur la piste de danse en tant que témoin? En fait, nous, notre philosophie est vraiment axée sur ce qu'on appelle la responsabilisation communautaire. Donc, c'est le principe que si on souhaite avoir un environnement festif, sécuritaire pour tous et pour toutes, tout le monde doit se sentir un peu responsable de créer cette dynamique-là autour d'eux. Donc, à notre sens, un potentiel témoin doit non seulement être en mesure de pouvoir accompagner des personnes de leur entourage qui auraient vécu des violences à caractère sexuel, mais aussi de pouvoir venir identifier des dynamiques de pouvoir qui sont à risque de dégénérer en violence à caractère sexuel. Si on prend un exemple de 2 personnes qui sont ensemble sur la piste de danse, une des 2 a l'air d'insister beaucoup pour que la deuxième consomme de l'alcool. Donc, un premier non, un deuxième non. Non, merci, je veux pas de shot, je travaille demain matin. Et un des 2 continue à insister puis à insister. Bien, juste là, on voit qu'il y a peut-être une impression qu'un des 2 ne semble pas respecter les limites de l'autre. Est-ce que ça veut nécessairement dire que ça va dégénérer en violence à caractère sexuel? Non. Mais je pense qu'à partir du moment où on se met à être attentif de l'importance de respecter les limites des autres, déjà là, il y a un premier pas vers la sensibilisation qui se trace. Très bien. Et outre l'alcool, quels sont les facteurs qui augmentent les risques de harcèlement dans un milieu festif? Je dirais la normalisation des comportements, vraiment. T'sais, au fur et à mesure d'entendre des gens, que ce soit faire du harcèlement de rue, placer des commentaires sur l'habillement des personnes qui vont côtoyer sur la piste de danse, c'est comme si on oubliait à quel point ça peut être lourd à se faire dire 2, 3, 4, 8 fois durant la même soirée dans une perspective féminine. Oui. Ah oui. Et ça me rappelle une anecdote parce que je me rappelle une fois, j'étais sortie, je pense que c'était le mois dernier. J'en parle souvent là, de mon ami Simon avec qui j'aime sortir dans les soirées. Et j'étais avec mon ami Simon. Simon a ma pleine confiance, OK? Et on était sur la piste de danse ensemble, puis il voit quelqu'un danser derrière moi, puis il me dit, Joanie, si t'es plus capable de sentir ce gars-là, n'hésite pas à m'embrasser pour qu'il se tasse, tu sais. Vraiment, d'essayer de trouver une stratégie pour que le gars dégage. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah, attends, c'est correct. » Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, Simon, je suis plus capable. » Tu sais, fait que là, on s'est embrassé, il est parti. Mais tu sais, ça a comme aucun bon sens à un moment donné de devoir déployer des stratégies comme ça pour avoir la paix. Et moi, ce qui m'arrête dans ces moments-là, c'est que je me dis « Écoute, le kid, là, il est jeune. Il sait pas ce qu'il fait. Il devrait pas. Je sais qu'il devrait pas. Mais en même temps, je me dis « Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va lui arriver si je dénonce? Il va-tu comme plus avoir de party? Parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire, on sait pas c'est quand la limite, c'est quand qu'on doit dire c'est assez. À ton avis, ce serait quoi? Je pense que la première étape, c'est vraiment de s'écouter, puis d'écouter ses propres besoins dans la mesure où c'est pas tout le monde qui va avoir leurs limites tracées au même endroit. Puis aussi une réalité que je trouve importante de nommer, surtout dans le milieu festif, où
Parfois, au fur et à mesure d'avoir été une personne victime de harcèlement sexuel, nous-mêmes, on va développer une forme de carapace par rapport à ces comportements-là. Tu sais, moi, je sais que quand j'étais très, très jeune, tu sais, les premières fois où j'ai dû subir du harcèlement sexuel, donc me faire catcall dans la rue ou peu importe, je devais avoir 12 ans, c'est sûr que ça m'a beaucoup plus impacté que si, à l'âge de 22 ans, aujourd'hui, ça m'arrive, puis c'est la 100e fois que ça se passe dans ma vie. Par contre, est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est correct juste parce que ça m'affecte moins, parce que j'ai développé une carapace? Non plus. Donc, je pense que le principe d'avoir un sentiment de communauté, puis le fait de se sentir responsable de la sécurité de sa communauté, c'est aussi de se dire, ben, même si pour moi, la limite ou la manière dont ça m'a impacté n'est pas aussi intense que ce que ça a déjà été, si l'individu en question qui, par exemple, est venu me toucher sur la piste de danse, après avoir tenté de le faire avec moi, se tourne vers une autre personne qui, elle, ses limites sont placées à un autre endroit, la communauté n'est pas plus en sécurité à la fin de la journée. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe lorsque une de vos sentinelles se fait approcher par des personnes dans le milieu festif et dit hey, « cette personne-là, ça marche pas, son comportement ». Qu'est-ce qui se passe après? En fait, le rôle des sentinelles, j'aime ça le nommer comme étant des personnes ressources intermédiaires. Donc, ça, je trouve ça très, très important à préciser. Ce n'est pas des intervenantes psychosociales. Leur rôle, c'est vraiment d'assurer un support immédiat aux personnes qui ont été victimes en tant que premier contact sur le terrain pour leur expliquer, d'une part, c'est quoi la pluralité de ressources qui s'offre à elles, parce qu'à notre sens, il n'y a pas un seul schéma de guérison qui est valide. Pour certaines, ça va pouvoir être d'avoir un accompagnement avec une sexologue, par exemple, après avoir vécu une situation. D'autres, ça se peut qu'elles souhaitent aller porter plainte à la police. Mais là encore, peu importe le schéma que décide d'emprunter une personne victime après pour son processus de guérison, on veut pas le placer hiérarchiquement comme s'il y en avait un qui était plus valide que l'autre. OK, intéressant. Et quel genre de commentaires vous recevez des organisateurs, organisatrices lorsque vous êtes présents sur place? Je dirais que à date, ça a été somme toute très, très, très positif. Je dirais aussi que la rétroaction de la part de la communauté est magnifique à voir. Tu sais, il va y avoir des dizaines de personnes qui vont passer par notre kiosque ou s'arrêter, venir parler aux sentinelles simplement pour les remercier d'être là. Parce que ne serait-ce que dans un angle de sentiment de sécurité, le fait de voir des petits chandails roses un peu partout autour de toi lorsque tu tournes à 360 degrés autour de toi-même quand tu es en milieu festif, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des gens que leur seul objectif, c'est que tu te sentes bien. Très bien. Et dans les milieux, je pense un peu plus les bars, parce que dans les événements extérieurs, je vous vois, est-ce que vous faites aussi des événements intérieurs comme dans les bars ou c'est plus dans des événements, extérieurs ou des festivals auxquels vous allez participer? Ouais. Ça nous arrive aussi dans des événements intérieurs. Si je pense notamment, on a accompagné l'Association de droit de l'Université de Montréal dans leurs initiations étudiantes, où certaines des journées, les festivités se déroulaient dans des bars à Montréal. Donc, on les accompagnait dans les bars. OK, super. Et parlant justement des universités, les fameuses initiations, on en a entendu des histoires en lien avec ça. Est-ce que tu as observé un changement de culture dans ces types d'événements-là? Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive qui s'opère. Je pense aussi que, notamment, la vague MeToo, durant l'été 2021, qui a coïncidé avec le déconfinement, ça a mené à une forme de prise de conscience collective de l'ampleur du phénomène des violences à caractère sexuel en milieu festif. Donc, juste là, de moins en moins, est-ce qu'on est confronté à des commentaires de personnes qui disent qu'on est inutile, par exemple, puis que notre présence dans des événements est désuète. Mais il y a encore, je crois, beaucoup de chemin à faire pour éduquer la communauté, justement, à comment agir lorsqu'ils sont témoins de quelque chose. Oui, c'est ça. Et disons que, justement, là, moi, je sors dans un bar là, le week-end prochain, vous n'êtes pas là, j'observe quelque chose. Est-ce que je dois me tourner vers le ou la serveuse, ou vers qui je me tourne? Quel serait votre conseil? Là encore, tout dépendant des mesures qui sont en place, il y a certains bars à Montréal qui ont déployé une formation qui s'appelle « Commande un angelot ». Donc, c'est l'équivalent d'un nom de code qui va pouvoir être dit au bartender, au barback, à n'importe quel staff de bar, qui, eux, vont avoir reçu une formation sur comment réagir suite à un dévoilement d'un cas de violence à caractère sexuel. Sinon, là encore, en tant que témoin, si jamais il y a personne présent sur place, si c'est après la situation, la première étape, puis ça peut sembler tout bête, mais c'est d'aller s'assurer que la personne va bien. Ne serait-ce d'aller lui dire « Hey, j'ai vu qu'est-ce qui vient de se passer. T'es-tu correct? As-tu besoin de quelqu'un qui va te raccompagner chez toi? Veux-tu que je reste avec toi jusqu'à temps que ton taxi arrive? » Tu sais, le fait de prendre soin les uns les autres, c'est aussi d'être attentif
aux signaux, tu sais, physiques puis au comportement que les gens vont envoyer. Puis c'est très rare que le monde n'aime pas ça, se faire demander s'ils vont bien. Ouais. C'est tellement simple, mais tellement important, tellement nécessaire. Oui. Ah, c'est super. Et non, j'aime ça. Puis as-tu un exemple de situation qui a été évitée grâce à vos interventions? C'est sûr que c'est une question particulière parce que la particularité de la prévention, c'est que si on essaye de limiter que les choses arrivent, c'est difficile d'avoir des statistiques exactes sur le nombre tout à fait. de comportements évités. Mais si je peux, sans là encore trop rentrer par les détails, par souci de préserver la confidentialité des personnes impliquées dans la situation, c'est arrivé récemment qu'il y avait entre autres un groupe d'amis qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient perdu une de leurs amies. Elle ne savait pas elle était où. Finalement, très rapidement, on a déployé toutes nos équipes qui étaient présentes à l'événement sur le cas, puis on l'a retrouvée. En fait, elle était en train de vomir derrière un buisson, seule, et personne ne savait elle était où. Là encore, on peut pas être sûr qu'on ait réussi à éviter une situation. Par contre, cette personne-là, étant seule puis étant sévèrement intoxiquée, je pense que c'est notre mission en tant que communauté festive de s'assurer qu'elle ne reste pas seule puis qu'il y ait des gens bien intentionnés autour d'elle. Très bien. Et peux-tu me parler des bénévoles qui travaillent avec toi? Oui, bien sûr. En fait, la raison même pour laquelle l'organisme existe, c'est grâce à l'implication bénévole d'étudiantes. En fait, la majorité de nos sentinelles vont être des étudiantes dans des programmes comme la psychologie, sexologie, travail social, psychoéducation, etc. Puis, c'est en majorité des jeunes femmes. On a des gars aussi, mais je tiens à nommer que c'est quand même une communauté majoritairement féminine qui choisissent de donner de leur temps, de passer leur jeudi soir, vendredi soir, samedi soir à être sobres dans des événements festifs pour être disponibles et venir en aide aux besoins. Donc, c'est grâce à elles que Sonnez Sauve existe. Un bel exemple de sororité ici. Ça fait du bien. Y aurait-il autre chose que tu aimerais ajouter, Alexandrine? Bien, écoutez, si jamais vous souhaitez nous assister dans notre mission de venir rehausser les standards en matière de prévention des violences à caractère sexuel, on vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. On a un Instagram à commercial sen, et et sauve.com. Ben, sans .com, mais ça fait partie de notre sigle pour notre site web. Sinon, on a aussi une page TikTok que vous pouvez suivre. Fantastique. Et les liens sont évidemment disponibles aussi sur la page House MTL sur le site web de CISM. Un grand merci, Alexandrine, et merci pour votre implication tellement nécessaire.